Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est ton prof NT. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cours magistral sur la chimie organique. Notamment aujourd'hui on va voir le concept d'isomérie. Plus spécifiquement j'aimerais rentrer sur la stéréoisomérie, je vais vous expliquer ce que vous devez retenir. C'est vraiment une matière compliquée. Je sais que vous aimez pas trop en plus la chimie organique, donc j'espère vous faire l'apprécier à travers ces cours que je fais en ligne pour vous, d'accord? Et donc, si vraiment tu as des difficultés là-dessus, faut vraiment pas hésiter. Genre, c'est les matières, faut vraiment se faire accompagner parce que c'est vraiment pas évident. Je t'ai mis un schéma général de l'isomérie. Il y a l'isomérie de constitution, on le verra un petit peu. Il y a les stéréoisoméries. À l'intérieur, on va retrouver configuration avec les diastéréoisomères, les enantiomères, etc. Et puis la partie conformation avec le conformère et les rotamères. Bref, il y a plein de trucs. Moi, j'aimerais concentrer aujourd'hui sur stéréoisomères avec notamment diastéréoisomères, enantiomères. Bref, c'est des petits trucs comme ça. Mais comprenez bien que je vais faire un cours magistral pour chacun. D'accord? Là, on va faire une overview de tout ça. Ok? C'est quand même hyper complexe. Je sais pas ce que vous avez en tête là dans votre tête, mais c'est assez dur, non? Je sais pas. Aujourd'hui, j'aimerais que tu maîtrises l'isomérie de constitution, notamment chaîne, position, fonction. La tautomérie, on n'en parlera pas trop aujourd'hui. D'accord? Ensuite, on ira voir la stéréoisomérie, ça, ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. Donc, en gros, les configurations RS, notamment. Après, le reste, on n'aura pas le temps. La chiralité, notamment. Alors ça, c'est important parce que tu dois comprendre le concept de carbone asymétrique et bien sûr les règles CIP qu'on verra ensemble. Et après, le reste, j'ai pas trop le temps aujourd'hui, c'est pas le but du jeu. On verra le concept d'énantiomère et diastéréoisomère. Bref, si t'as déjà ça, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal pour pouvoir avancer. Hey, toi qui regardes ce cours magistral en replay, sache que si tu veux rejoindre la Team Live, tu es la bienvenue tous les lundis, les mardis, les jeudis et les vendredis matin de 9h30 à 11h chaque semaine. Pour pouvoir participer en direct, poser tes questions, je t'invite à rejoindre la promo d'NT. Le lien est en description de cette vidéo. Allez, pour ce, je te laisse tranquille avec le reste du cours magistral. Un petit peu avant de travailler sur la stéréoisomérie, il faut quand même comprendre les différentes représentations, d'accord? Pourquoi? Parce que si tu maîtrises pas ça, tu peux pas aller sur le reste. En gros, on a les formules brutes, donc en gros, par exemple, c'est 3H12, donc là c'est le pentane, ok? On a la formule semi-développée et les formules développées. Et ce qui nous intéresse le plus particulièrement, ça va être les formules topologiques. Ça, c'est vraiment important pour nous. Et bien sûr la formule de Kram en stéréochimie notamment parce que là on va pouvoir faire les configurations RS, on va voir ça juste après, d'accord? Donc si je reprends mon schéma sur l'isomérie, on va commencer par l'isomérie de constitution. Alors c'est vraiment un rappel rapide, d'accord? Je vais pas m'attarder trop là-dessus, mais on fera quelques exemples bien entendu. Donc là l'idée c'est de comprendre qu'il y a plusieurs catégories. Alors ça vous faites énormément avoir dans les QCM parce que vous pensez que dans votre tête il y a que stéréoisomérie qui fonctionne dans la chimie organique, alors qu'en fait vous avez beaucoup de QCM sur l'isomérie de constitution. Comprenez bien les termes parce que vous allez voir que ce que je donne comme exemple là, c'est parlant. Concrètement, on a plusieurs choses à l'intérieur de ça. On a l'isomérie de chaîne. L'isomérie de chaîne, par exemple le butane qui est ici, CH3, CH2, CH2, CH3. Et ben, si on a la même quantité, donc la même formule brute, c'est-à-dire C4H10, on peut lui faire une formule semi-développée différente, comme par exemple le 2-méthylpropane, d'accord, ou isobutane. Et du coup, c'est une isomérie de chaîne, d'accord? Même quantité, mais du coup, avec une ramification. Ensuite, on a l'isomérie de position. L'isomérie de position, c'est par exemple, on a le propane 1-ol, d'accord, ici. Donc CH2, CH2, CH3, il y en a un OH, propane 1-ol, pas de problème, d'accord. Et puis, on va tout simplement le mettre en deuxième position. Par exemple, là, on va prendre un propane 2-ol. On met juste en deuxième position. Mais c'est la même fonction. C'est important de bien comprendre ça. Et donc là, c'est C3H8O, c'est toujours la même formule brute, mais une formule semi-développée différente, notamment avec la position qui a changé. Isomérie de position, mais ça reste un alcool. Ok? Ensuite, on a l'isomérie de fonction. L'isomérie de fonction, c'est quand on va changer la fonction. Mais on aura la même formule brute. Hein. Faites bien gaffe à ça. On a C2H6O, par exemple. Et donc, on a l'éthanol. Donc, 1, 2, éthane, ol, ok, avec un OH à la fin. Et puis, du coup, on peut transformer ça en éthanal, d'accord? Donc, c'est un aldéhyde. Donc là, on a bien 1, 2. Et puis, on a bien sûr la fonction qui a changé. On est passé d'un alcool à un aldéhyde. Ensuite, on a le concept de métamérie, d'accord? Donc la métamérie, concrètement, c'est quoi? On a la formule brute C4H10O, d'accord? Par exemple, là, on va avoir méthoxypropane, d'accord? Qui est donc, ici, on a le groupement méthoxy, et là, on a un propane, c'est pour ça qu'on appelle méthoxypropane, c'est un groupement éther, hein. Et du coup, ça va se transformer, par exemple, en un éthoxyéthane. Donc en fait, on a un éthane de l'autre côté, on a un autre de l'autre côté, et donc on fait éthoxyéthane, voilà. Et du coup, concrètement, on a une répartition qui est différente autour d'un hétéroatome. C'est ça que ça veut dire. Et on a ensuite le concept de tautomérie. Ok, donc c'est le concept cétoénolique. Là, par exemple, on a C3H6O2,
Voilà. Donc là, par exemple, on a la forme, donc c'est l'acide pyruvique, par exemple, avec la forme céto, qui va se transformer en une forme énol, d'accord? Une forme énol, donc ça permet de faire un équilibre dynamique. Ça, on le verra un petit peu plus tard, notamment dans les glucides. Mais voilà, vous savez, c'est cinq concepts à connaître dans les isoméries de constitution. Isomérie de chaîne, isomérie de position, isomérie de fonction, métamérie, tautomérie. Donc maintenant qu'on a vu l'isomérie de constitution, on va faire un petit peu s'entraîner là-dessus, bien sûr, hein. Après ça, on va faire donc la stéréoisomérie, c'est ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, et donc on va commencer à revoir ce qui se passe par là. Pour comprendre le concept de stéréoisomérie, il faut comprendre en fait que la partie à droite, hein, c'est la partie spatiale, d'accord? Donc on va avoir besoin de la représentation de Crabbe notamment, c'est cette représentation-là que vous voyez. Quand on parlera, et c'est très important de parler ça tout de suite, du carbone asymétrique, c'est le fait d'avoir un groupement différent, 4 groupements différents autour de l'atome du carbone. Alors, étant donné qu'on va avoir 4 groupements différents autour du carbone asymétrique, il faut pouvoir donner un degré de priorité. Et donc, on va les numéroter. C'est ça l'objectif. Et donc, on a des règles. On a les règles cibles qu'on verra juste après. Et concrètement, l'idée, c'est de voir celui qui est le plus prioritaire jusqu'au moins prioritaire. D'accord? Et donc, après, on va pouvoir tourner soit à gauche, soit à droite. Donc, par exemple, si on tourne à droite, ce sera donc rectus. Si on tourne à gauche, ce sera sinister. C'est comme ça qu'on va comprendre l'idée. On va s'entraîner là-dessus parce que c'est hyper important. On va prendre quelques exemples. Donc là, j'ai mis 2 exemples. Il y a peut-être une erreur dans un des exemples. Vous allez me le dire en commentaire si vous repérez l'erreur, mais je vous dis rien. D'accord? Donc concrètement, dans l'acide lactique, hein, je vous invite à l'apprendre par cœur, l'acide lactique, notamment, ce sera très utile plus tard. Donc c'est 2-hydroxypropanoïque. Et on a un groupement COH, on a un OH, on a un CH3, on a un H. D'accord? Et donc, il faut faire gaffe à ça. Pourquoi? Parce que là, par exemple, en termes de priorité, donc on a le COH qui est l'acide carboxylique, ensuite on a le OH, ensuite on a le CH3 et ensuite on a le H. Ça, c'est le degré de priorité. Donc ça fait 1, 2, 3. Donc là, ça tourne dans le sens gauche. Donc en gros, c'est un S. D'accord? Alors qu'à droite, on va retrouver le bromochromo-fluorométhane, par exemple. Donc là, en fait, il a pris l'idée de prendre 3 halogènes. D'accord? Et donc là, en priorité, on a le brome, puis ensuite on a le chlore, on a le fluor, et ensuite on a l'hydrogène. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, comme ça tourne à gauche, d'accord? Ok? Ça tourne à gauche, mais attention, il y a une petite feinte, et je vous le dis tout de suite. Il y a le H qui est en avant, et lorsque le H est en avant, on va l'échanger avec l'un des halogènes, et du coup, il se retrouve en arrière. Donc en fait, le S va devenir un R. C'est le premier réflexe que vous devez avoir. Donc là, c'est bien R. D'accord? Petit exemple d'application que tu puisses bien comprendre l'idée. En gros, l'oxygène est plus fort que l'azote, qui est plus fort que le carbone, qui est plus fort que l'hydrogène. Donc du coup, si on prend un groupement, on a OH en priorité, puis ensuite on a NH2, puis ensuite on a CH3, puis ensuite on a H. Ça, c'est la priorité. D'accord? C'est comme ça qu'il faut bien comprendre les éléments. Ensuite, on a la notion de chiralité et d'énantiomérie. Alors, la chiralité, c'est le fait tout simplement d'avoir une molécule qui est déjà un carbone asymétrique, c'est très important ça, donc 4 groupements différents. Et ensuite, pour concept d'énantiomère, il faut qu'il soit on va dire miroir l'un de l'autre, d'accord? Donc, concrètement, c'est 2 molécules qui sont images l'une de l'autre dans un miroir et non superposables. C'est la définition d'un énantiomère, d'accord? Donc concrètement, tu vas prendre une molécule, tu vas faire son miroir, tu fais la même chose à l'envers. C'est la même au miroir, c'est tout. Ok, il y a rien de compliqué par rapport à ça. Par contre, faut pas se tromper, quoi. Faut pas se tromper dans les QCM, comment c'est présenté. On va faire des exemples juste après. Un stéréoisomère, en fait, finalement, il comporte un carbone asymétrique. Il faut compter, en fait, le nombre de stéréoisomères. Il y a une formule pour ça, c'est très simple, c'est 2 puissance n, d'accord? Donc, en gros, si j'ai un seul carbone, ça fait 2 puissance 1, donc ça me fait 2 stéréoisomères. On va s'entraîner après. Là, j'ai 2 carbones asymétriques. Il y a combien de stéréoisomères? 2 puissance 2. Là, il y a 4 stéréoisomères. D'accord? Donc là, j'ai 4 stéréoisomères avec 2 énantiomères et 4 diastéréoisomères. En fait, il va falloir que vous compreniez rapidement la relation entre stéréoisomères, énantiomères et diastéréoisomères. Ok? C'est important, mais il faut absolument que vous maîtrisez les puissances de 2. Je l'ai répété déjà dans d'autres cours, mais vraiment, faites-le. Ok? 2 puissance 0, 1. 2 puissance 1, 2. 2 puissance 2, 4. 2 puissance 3, 8. 2 puissance 4, 16. 2 puissance 5, 32. 2 puissance 6, 64. 2 puissance 7, 128. 2 puissance 8, 256. 2 puissance 9, 512. 2 puissance 10, 1024. 2 puissance 11, 2048. 2 puissance 12, 5087, etc., etc. Bref, tout ça pour vous dire que le calcul mental est aussi important en chimie organique, notamment pour compter le nombre de stéréoisomères, d'accord? Une fois que vous avez ça, on va pouvoir finalement bien s'entraîner ensuite. Mais avant, il faut comprendre, j'ai parlé de stéréoisomères, je vous ai pas dit ce que c'était. Le mieux, c'est de comprendre avec ça. Alors, je vous accorde que là, peut-être sur l'heure qu'on va faire, là, vous aurez peut-être pas compris diastéréoisomère. Je pense que c'est un peu compliqué. Mais en réalité, avec les exemples que l'on va voir ensemble, je pense que vous aurez compris. Vraiment. Parce que
C'est pas compliqué au final. Il faut juste identifier les choses. Alors, je vous ai expliqué, hein, l'énantiomérie, concrètement, c'est le fait d'avoir une molécule miroir l'une par rapport à l'autre, grâce à un carbone asymétrique. Donc là, si on prend l'exemple, à gauche, admettons, je suis RR. On mettra comme ça RR quand il y a plusieurs carbones asymétriques. On va juste voir la configuration R ou S et on met RR. Donc là, par exemple, je suis RR à gauche. Donc forcément, je suis miroir, ça fera SS à droite. C'est un énantiomère. Tout doit être inversé. C'est le truc qui va permettre de bien comprendre la différence. Alors que diastéréoisomère, on va avoir à gauche RR et à droite, on va avoir un seul qui a été changé. RS. Donc, du coup, on a un seul échange. Et comme on a un seul échange, ça devient donc un diastéréoisomère. C'est la seule manière pour vous d'identifier rapidement la différence entre un énantiomère et un diastéréoisomère. Ok? On va se faire un petit vrai ou faux. Les molécules suivantes sont toutes les deux de configuration absolue R. Alors, si je veux être R, je dois donc tourner à droite. Donc, on va regarder la première molécule d'abord. On remarque qu'il y a 4 groupements différents. Faites bien gaffe, faut bien vérifier. Là, c'est bien un CH3 ici, hein, qui se cache, d'accord? Donc, on a 4 groupements différents, parfait. On va essayer de déterminer, en fait, les masses atomiques. Le premier, c'est le brome. Vous devez connaître, finalement, au fur et à mesure, ça viendra, hein. Le 1, ça va être le brome. Le 2, ça va être le OH. Le 3, c'est le CH3. Et le 4, c'est notre hydrogène. On vérifie. Règle importante. Si le H est derrière, dans ce cas-là, c'est bon. Et on n'a plus qu'à faire 1, 2, 3. Donc là, c'est R et il n'y a pas de problème. D'accord? Celui-là est facile. Ok? J'espère que tu apprécies ce cours magistral. Si tu es plus loin dans cette matière, que tu te sens en difficulté, que tu es plus en profondeur ou que tu es en pleine maîtrise de la chimie générale, j'ai créé pour toi un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur la chimie générale, comporte plus de 26 modules de cours. C'est extrêmement complet. Là, notamment, aujourd'hui, on travaille un petit peu, on va dire, sur l'isomérie, la stéréoisomérie, la chiralité, les diastéréoisomères. Bref, tout ce concept-là, c'est hyper compliqué. Donc, je fais pas mal de cours magistraux, d'ailleurs, à ce sujet-là. Et tu vois que ça, c'est une petite bricole, par rapport à tout ce qu'il faut voir en chimie organique sur ta première santé et même sur les années futures. Bien entendu, comme d'habitude, je t'explique, mais il y a quand même pas mal de choses à comprendre. On a des schémas détaillés, bien sûr, ça c'est très très important, mais à travers ça, on a des cartes mentales, on va retrouver bien sûr du contenu court, des applications, des trucs à mémoriser, des pièges classiques de QCM, un lexique, des flashcards et des QCM pour s'entraîner avec une version bien sûr détaillée. C'est un parcours certifiant, donc l'idée c'est que tu puisses cumuler un certain nombre de badges, comme par exemple isomérie de constitution. Et une fois que tu cumules ce badge-là, c'est-à-dire en réalisant des défis avec moi pour que tu puisses t'améliorer sur ce sujet-là, tu passes un examen et ça te permet par la suite d'obtenir une attestation de formation ainsi qu'un certificat de réussite. Bref, toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Et moi, je te laisse avec le cours magistral sur la chimie organique, sur la stéréoisomérie. Allez, bon courage à toi. Je sais que c'est pas évident. Le deuxième, on va prendre une autre couleur, on va prendre le vert. Le deuxième, ce qu'on remarque, c'est qu'on a aussi un CH3 qui se cache ici, mais on a un COH derrière. Du coup, on va devoir intervertir. Alors, deux solutions techniques s'offrent à vous. Moi, je pense que le mieux, c'est de faire comme s'il se passait rien, et après, on fera juste l'inverse. C'est quand même plus pratique. Et donc, qui gagne? Eh ben, c'est le OH, parce que c'est l'oxygène supérieur au carbone. D'accord? Ensuite, c'est le COH. Ensuite, c'est le CH3. Pour différencier le COH du CH3, il faut regarder la deuxième ligne. En fait, après le C, on a un oxygène plus fort qu'un H du CH3. D'accord? C'est pour ça qu'il gagne. Et le 4, c'est l'hydrogène. Donc, ça me fait 1, 2, 3, ça tourne dans le sens R. Mais étant donné que le H est devant, on va le placer derrière, il devient S. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à définir entre R et S. Donc, c'est faux, puisque du coup, on a le premier qui est R, mais le deuxième, il est S. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que les molécules suivantes sont énantiomères l'une de l'autre? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, normalement, il n'y a pas d'ambiguïté, il suffit de tracer une ligne droite, et on vérifie si tout est bien aligné. On a bien le COH là, parfait, on a bien le H en devant, ok, on a bien le NH2 ici, on a bien notre cycle ici, il y a un catéchol, je pense. Donc du coup, ouais, là c'est bon, c'est bien énantiomère, c'est bien une molécule miroir l'une de l'autre, ok. Ça c'est important de bien comprendre. Ok, jusque là ça va. Normalement, vous pouvez pas vous tromper. Alors en général, quand je donne cet exemple-là à mes étudiants en cours individuel notamment, ils se trompent dans la majorité des cas. Pourquoi? Parce qu'ils vont me dire qu'il y a 2 carbones asymétriques, d'accord? On en voit un facilement ici. Alors pour pouvoir l'identifier sans trop de difficulté, on va un petit peu zoomer dans cette molécule. Et on voit ici que on a un H caché, d'accord? Donc on a un H caché, 3 groupements différents. Ici, on a bien un carbone asymétrique, pas de problème. Et souvent les étudiants m'en rajoutent un. Je ne sais pas trop pourquoi. Alors peut-être, souvent c'est ici, d'accord? Souvent on me rajoute ici, mais en fait si on regarde bien, même si je mets un H derrière, les CH3 c'est identique. Donc là il n'y a pas de carbone asymétrique à cet endroit-là, donc m'en mettez pas là où il y en a pas. Ok, pareil, il y en a pas non plus ici, parce que ici on a une double liaison, donc ça fonctionne pas non plus, d'accord?
donc ne mettez pas ça ici. Il n'y en a pas non plus ici, parce qu'ici, il y a 2 hydrogènes qui se cachent, donc m'en mettez pas, d'accord? Donc n'essayez pas d'inventer là où il n'y en a pas. Donc là, concrètement, on a identifié un carbone asymétrique. S'il y a un carbone asymétrique, combien y a-t-il de stéréoisomères? Et bah, d'après la formule, très simplement, que je vais écrire ici, 2 puissance n, c'est donc 2 puissance 1. Donc il y a 2 stéréoisomères. D'accord? Voilà comment on fait pour identifier. Allez, point bonus, je vous dis, la molécule suivante est l'ibuprofène. C'est une molécule que vous devez connaître, notamment pour ceux qui vont faire pharma, d'accord? Mais voilà, ça peut toujours être intéressant d'apprendre les petites molécules au fur et à mesure du temps, d'accord? Effectivement, vous avez remarqué qu'au centre, on a certainement un noyau naphthalène. Vous allez me le dire si vous maîtrisez ça, bien sûr, en commentaire. Vrai ou faux? Cette molécule possède 6 stéréoisomères. Alors là, la réponse doit être immédiate. Vous n'avez même pas besoin de regarder la molécule. C'est pas compliqué. Si on regarde la fameuse formule de puissance n, et ben si je mets n égale 1, n égale 2 ou n égale 3, finalement je peux avoir que 2, 4 ou 8. Donc ça peut pas fonctionner 6 stéréoisomères, c'est déjà impossible. Voilà, CQFD sans faire la réflexion sur la molécule. Bim! Voyez, un piège classique de QCM que vous pouvez détourner en moins de 10 secondes. On va regarder un petit peu la liste des stéréoisomères de cette molécule, concrètement. Et ben voici à quoi ressemble l'ensemble de la liste des stéréoisomères. D'accord? Donc, si on comprend bien l'idée, là il y a 3 carbones asymétriques, on vérifie, hein. Effectivement, il y a bien 3 carbones asymétriques, bien sûr. Donc, de puissance 3, donc 8. Là, je les ai mis ici, en dessin. D'accord? Et donc, vous devez voir et identifier chacun des stéréoisomères. Vous pouvez même vous entraîner à savoir qui est enantiomère l'une de l'autre, par exemple, ou diastéréoisomère. Vous pouvez vous amuser à faire ça. Oui, il faut s'amuser. En chimie organique, c'est de l'amusement. Si vous vous amusez pas, vous allez souffrir. D'accord? Donc, voilà, ça peut toujours être intéressant. Par exemple, le premier, là, tout est inversé. Donc, c'est quoi? C'est un énantiomère. D'accord? On regarde, par exemple, celui-ci, il y en a un qui est inversé, seulement, le brome. Là, c'est un diastéréoisomère. Si vous comprenez le concept, vous comprenez tout. D'accord? Et donc, en vous entraînant au fur et à mesure comme ça, avec des exemples, vous pouvez comme ça être hyper efficace. Après, vous pourrez rajouter des détails, le RRR, le SSS, par exemple, puis le RRS, puis le SSR, etc., etc. Une fois que vous maîtrisez ces notions-là, franchement, c'est facile, hein. Vraiment, c'est facile. Donc, au début, c'est la galère, hein, stéréosomérie, énantiomère, diastéréoisomère, c'est dur. Mais une fois que vous avez compris la mécanique, c'est un jeu d'enfant. Vrai ou faux? Soit les 3 molécules A, B, C suivantes. A, B, C sont de configuration R. Donc en gros, concrètement, il faut identifier chacune des fonctions pour pas se tromper, d'accord? Pour faire R et S. Le premier, on a notre brome ici en numéro 1. Ensuite, on a le COH en numéro 2. Ensuite, on a le C2H5 en numéro 3. Puis le H en numéro 4. Là, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Donc la logique, c'est que c'est R. D'accord? Maintenant, j'ai mon COOH, pardon, qui est derrière. D'accord? Donc je vais le mettre devant. C'est logique, ça, non? Mais non. Et bah non, ça fonctionne pas comme ça. Parce qu'il y a un petit problème technique, il y a une petite feinte, en fait, que vous repérez pas facilement, c'est que le A, le H, il est dans le plan. Et là, ça fait partie d'une autre règle cachée, d'accord, pour les RS, c'est que lorsque le H est dans le plan, on ne va pas mettre devant ou derrière, on va pas échanger, on va dire les fonctions, on va garder la même configuration. Donc ça fera donc 1, 2, 3, 4, et ça sera bien R. Vous avez compris la feinte, là? Donc là, autre exemple, on a donc Cl, le brome, alors qui gagne? On a le brome, puis ensuite le chlore, puis ensuite le Cn, puis ensuite le H. Donc là, la logique, c'est que je fasse 1, 2, 3. Donc je tourne dans le sens classique, c'est donc R. D'accord? Là, il y a encore une autre feinte technique. Effectivement, si je fais 1, 2, 3 classique, il est bien R, ce truc-là. Mais j'ai le H qui est dans le plan, mais dans le plan à la verticale. Et donc, c'est encore une autre règle cachée. S'il est dans le plan à la verticale, en fait, on fait une sorte de mini-échange, on va dire. Et l'idée, c'est simple, c'est que, comme le plan, il est à la verticale, et bah, du coup, il se transforme en S. D'accord? Ça veut pas dire forcément qu'on le met forcément à l'arrière, hein. On peut le faire, hein. On peut l'écrire comme ça si on veut. Mais c'est juste, si vous avez le H à la verticale et cette configuration, le R devient S. C'est une autre règle cachée. Voilà, qu'on vous explique pas en première santé en général. Donc, troisième petit exemple, là, on a le COH, donc il est en premier, ensuite on a CH3 en 2, et on a N2H2N en 3, et le H en 4, d'accord? Donc, on a finalement 1, 2, 3, 4. Donc là, je suis bien S. Je suis dans le sens anti-horaire, d'accord? Mais il n'y a pas une feinte technique facile, cette fois, normalement identifiée? Bah, si, hein. Comme pour tout à l'heure, le H est devant. Et donc, du coup, on va intervertir directement avec le COH, donc le S devient R. Voilà. Donc, effectivement, notre QCM est faux, puisque, du coup, on a
le premier qui est R, le deuxième qui est S et le troisième qui est R. Allez, vrai ou faux? Les composés suivants sont deux couples de diastéréoisomères composés respectivement des stéréoisomères SR, RS, RR, SS. Waouh! Comment je fais pour trouver ça? Alors, je vous répète le concept. Pour avoir un énantiomère, il faut qu'il soit miroir l'une de l'autre. Donc concrètement, il me faut absolument quelque chose qui est miroir. Donc en gros, si je veux par exemple SR, ici comme ça, celui-ci, il est bien énantiomère l'un par rapport à l'autre, ok, puisque tout a été inversé. Le S est devenu R et le R est devenu S. Ça, c'est un énantiomère. Je vais mettre E pour énantiomère, d'accord? Je vais essayer d'identifier le deuxième. Du coup, c'est pas compliqué. J'ai ici, pareil, tout est inversé. Donc là, j'ai le deuxième énantiomère ici. Donc là, en gros, j'ai l'énantiomère 1 et là, j'ai l'énantiomère 2. D'accord? Jusque-là, normalement, ça va. On comprend le concept de énantiomère. Maintenant, si je veux un diastéréoisomère, je dois donc prendre que l'un par rapport à l'autre. Donc, je vais en prendre un des deux. Par exemple, donc je vais peut-être numéroter si vous préférez. A, B, C, D. Donc du coup, la molécule A va avec la molécule C, ok? J'en ai que un qui a été échangé, c'est le chlore là. Donc là, j'ai un diastéréoisomère là par rapport à l'autre, d'accord? Et puis si je prends la B avec la D, et bah pareil, j'ai le chlore qui a été échangé, un échange. Du coup, c'est un deuxième diastéréoisomère. Donc on va prendre D1 et D2. Voilà. Ça, c'est pour comprendre le concept entre énantiomère et diastéréoisomère. Si vous comprenez pas, revoyez ça, revenez en arrière, vous allez comprendre avec cet exemple. Et donc là, dans la question, faut reprendre l'item. On dit que c'est deux couples de diastéréoisomères composés des stéréoisomères SR, RS, RR, SS. Et là, j'essaie de comprendre. Le premier, c'est SR, RS. Ça, ce sont des énantiomères. Énantiomères. Et le deuxième, c'est RRSS. C'est aussi des énantiomères. Donc, c'est faux, parce que là, on a deux couples, finalement, d'énantiomères. Énantiomères, et pas de diastéréoisomères. Ok, comprenez bien la différence. C'est des énantiomères qu'on a mis là, pas des diastéréoisomères. Est-ce que vous avez compris? Allez, petit défi. Trouvez-moi le nombre de stéréoisomères dans cette molécule de cholestérol. Alors pourquoi je vous ai donné l'exemple du cholestérol? En fait, c'est un exemple qui m'a marqué en première année. Un étudiant au tutorat, voilà, m'avait présenté cette molécule-là et m'a demandé le nombre de stéréoisomères. J'étais incapable de le faire et du coup il m'a fait sa démonstration. J'étais un peu ébahi. J'étais un peu waouh, truc de ouf. Et après coup, bah, je trouve ça trop cool, la chimie organique. Première chose à faire, pour identifier le nombre de stéréoisomères, il faut trouver le nombre de carbone asymétriques. Donc là, il y en a combien? Alors, on va essayer de les compter. Je sais que c'est pas forcément évident, mais j'ai une astuce très simple. Moi, j'essaie de compter le nombre de H qu'il y a derrière. Par exemple, ici, là, tu vois, je vois qu'ici, il y a un H caché. Donc, ça m'en fait un déjà. Là, ici, j'ai deux H. Donc, ça ne marchera pas ici, ça marchera pas ici. D'accord? Ça fonctionne pas. Ah, ici, mais quatre groupements différents. Je sais pas si c'est un carbone asymétrique. Vous allez me dire dans le chat si c'est un carbone asymétrique, étant donné qu'il y a des cycles. Je suis pas sûr, non, je pense pas que ça fonctionnerait, là non plus. Là, ça fonctionnera pas. Ok. Ici, pareil, je sais pas trop, vous allez me dire. Voilà. Donc en fait, on fait une identification par le nombre d'hydrogène. C'est une stratégie que je trouve qui est pas mal, d'accord? Voilà. Là, on a OK. On peut identifier. Pas facile. Donc là, il n'y a rien. Là, ah, tiens, là, il y a un truc qui peut être intéressant. Oui, alors c'est un cycle, mais effectivement, il y a bien un carbone asymétrique. Là, il y a effectivement un carbone asymétrique. Là, c'est pas possible. Donc là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Là, on a le même élément. Donc là, ça marche pas. Donc là, pour l'instant, j'en ai identifié 1, 2, 3. Et après, je vais aller dans le cycle. Donc là, j'en ai 3, j'en ai 4, 5, 6. Il m'en manque un. Il m'en manque 2 même. Voilà. Ici, donc là ça me fait 7. Et il m'en faut un dernier. Est-ce que vous voyez le dernier? Ici. Voilà. Donc là j'en ai 8. Donc en gros là, il y a 8 carbones asymétriques, il y en a 8 au total. D'accord? Ce qui fait combien des stéréoisomères? 2 puissance 8, ça fait combien? Instantané là. Allez, petit QCM sur les définitions. Concernant la définition des stéréoisomères, coche les bonnes propositions. Est-ce que ce sont des stéréoisomères? Ils sont toujours image miroir l'une de l'autre. Ils diffèrent par la configuration d'au moins un centre chiral. Ils sont forcément des formules brutes différentes. Ils ne sont pas superposables. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ah, c'est ok.
Ok, c'est bien. Vous avez compris le concept. Donc en gros, c'est bien des stéréoisomères. Ils sont pas miroirs l'une de l'autre. Hein, c'est l'énantiomère. Ils diffèrent par configuration d'au moins un centre chiral, effectivement. Ils ont des formules brutes identiques, c'est évident. Et bien sûr, ils ne sont pas superposables. Ça, c'est un truc important. D'accord. Concernant l'isomérie de chaîne, deux isomères de chaîne possèdent la même formule brute. Ils possèdent le même squelette carboné, ils diffèrent par l'enchaînement des atomes de carbone. L'isomérie de chaîne est une isomérie de constitution, elle résulte uniquement d'une rotation autour d'une liaison simple, A, B, D, E. Ok. Alors, deux isomères de chaîne possèdent la même formule brute, oui. Ils possèdent le même squelette carboné. Non, le squelette, il peut être différent. Faites bien gaffe, parce qu'on parle d'une isomérie de chaîne. Le squelette est différent, il y a une ramification notamment. Ils diffèrent par l'enchaînement des atomes. L'enchaînement, oui, c'est l'enchaînement qui change, d'accord. L'isomérie de chaîne est une isomérie de constitution, ça fait partie de l'un des 5 qu'on a vu ensemble, et elle résulte uniquement d'une rotation autour d'une liaison simple. Alors c'est faux, hein, ça c'est ce qu'on appelle un conformère, tout ça, on en verra un petit peu plus tard, d'accord. ACD, ok. Concernant les isomères, on va prendre par exemple C5H12. Est-ce que ça possède 3 isomères de chaîne? Est-ce que le pentane est l'isomère linéaire? Est-ce que le 2-méthylbutane possède une ramification? Est-ce que le 2,2-diméthylpropane est le plus ramifié? Est-ce que le butane est un isomère de C5H12? Alors C5H12, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est donc un pentane. D'accord? C5H12. Alors, pour essayer de faire des isomères, il vaut mieux éviter d'essayer de faire des formules semi-développées parce que sinon on va s'embêter pour rien. On va essayer de faire une première ramification. Donc en gros, je vais faire un butane, d'accord, ici, et puis je vais mettre une ramification. Donc là, j'ai bien 1, 2, 3, 4. J'ai bien un butane, et puis j'ai un 2-méthylbutane. Ok, 2-méthylbutane. Jusque-là, ça va. Ok. Est-ce que je pourrais faire une double ramification? En gros, est-ce que je peux encore diminuer la charge et mettre, par exemple, 2-méthyl ici? Ok, c'est pas impossible, hein. Alors je peux le dire dans tous les sens parce que là il est un peu symétrique dans tous les sens. En gros j'ai 1, 2 et 3. Ici par exemple j'ai un propane, d'accord, et en position 2,2 j'ai un méthyle, donc ça fait 2,2 diméthylpropane. Donc là j'en ai bien 3 et je peux pas aller au-delà parce que si j'essaie d'en faire 2, bah, la ramification ça fera 3 carbones, donc finalement ça sera la chaîne principale, donc je peux pas. Donc je suis illimité, d'accord. Donc là concrètement j'en ai fait 3. Pentane, 2-méthylbutane, 2,2 diméthylpropane. Normalement, c'est proposé dans les exemples. Hein. Le pentane est l'isomère linéaire, le 2-méthylbutane possède une ramification, ouais, et le 2,2 diméthylpropane est le plus ramifié, ouais. Le butane est un isomère de C5H12. Le butane possède seulement 4 carbones. Ok, le butane, c'est C4H10. Donc ça fonctionnera pas. Donc ABCD. Autre exemple concernant le propanal et le propanone. D'accord? Ils possèdent la même formule brute, C3H6O. Le propanal est un aldéhyde, le propanone est une cétone. Ils sont isomères de chaîne. Le groupe carbodine est présent dans les deux molécules. Alors, le propanal, du coup, alors, faut faire gaffe à la façon d'écrire, hein, mais du coup, on va faire. Alors, forcément, lorsque je mets un groupement, je dois mettre le carbone dans la formule topologie, d'accord? Donc là, j'ai 1, 2, 3, c'est bien un propanal. Jusque-là, pas de problème. Ensuite, la question c'est est-ce que je peux délocaliser notre CO par exemple ailleurs? Donc ça va être la stratégie. Donc je vais mettre mon carbone central, je vais mettre un O. Et donc là effectivement ça fait 1, 2, 3. J'ai bien la même quantité de H, le H il va se retrouver ici finalement. D'accord? Et du coup ça me fera effectivement un propane. Donc 2 on, mais étant donné que c'est la seule possibilité, c'est donc un propanone. D'accord? Et effectivement c'est bien juste tout ça. Donc il possède la même formule brute. C'est le propanal, c'est un aldéhyde. Le propanol, c'est bien le cétone. D'ailleurs, c'est l'acétone. Hein. Ils sont isomères de chaîne. Ah non, ils sont isomères de fonction. Si on essaie de bien comprendre la logique. Le groupe carbonyle est présent dans les deux molécules. Carbonyle, effectivement, on a le carboxyle, c'est COOH, et carbonyle, c'est COH ou CO. D'accord? Pour cétone. Donc pour moi, c'est bon. A, B, C, E. Ok, ça va? Donc là, je vous fais un QCM de dingue. Si vous comprenez ça, vous n'avez pas intérêt à vous faire avoir au concours, d'accord? Parce que ça, c'est le genre d'item de QCM qui fait la différence, d'accord? Entre un étudiant qui a appris un peu la stéréoisomérie et un étudiant qui maîtrise par cœur les concepts, ok? Avec toutes les petites fins de technique. Si tu réussis ça, tu réussis presque tout. Est-ce qu'il y a 4 stéréoisomères? J'ai une molécule et je regarde, effectivement, je remarque bien ici et ici qu'il y a bien un carbone asymétrique. Donc j'ai bien 2 puissance 2, donc 4 stéréoisomères, CQFD.
Voilà, c'est vrai. Facile. Alors bien sûr, il y a une feinte, et la feinte, elle est très difficile à visualiser si tu as pas ça en tête, si tu fonces dans les QCM, d'accord? En fait, c'est très simple. Remarque bien cette molécule. Elle possède un centre de symétrie. Je l'ai mal fait là, mais tu as compris. Si je plie la molécule sur elle-même, eh ben, concrètement, le chlore se confond avec l'autre chlore. Donc finalement, il n'y en a pas 4, mais il y en aura 3. Ça, en fait, c'est un plan de symétrie. Et donc, quand on a un plan de symétrie, ça enlève un stéréoisomère. Donc en fait, on fait la vraie formule, je vous rajoute un morceau de formule en plus, on fait 2 puissance n moins le nombre de plans de symétrie. Et donc là, ça fait 2 puissance 2 moins 1, ça fait donc 4 moins 1, ça fait donc 3. Il y a donc 3 stéréoisomères dans cette molécule. Allez, je vous fais encore un truc important sur l'isomérie ZE et cis-trans. Vous faites tout le temps avoir chaque année. Alors, faites gaffe par rapport à ce que je dis, ça dépend des preuves. Il y en a qui considèrent que ZE et cis-trans, c'est la même chose. C'est pas du tout le cas, hein, mais on va voir ensemble c'est quoi les grandes différences. Pour moi, et c'est important puisqu'on puisse bien comprendre ça, ZE, c'est lié tout simplement au substituant, qui est prioritaire. Tandis que cis-trans, c'est lié à la chaîne principale. On va prendre un exemple, vous puissiez bien comprendre les idées. Admettons que j'ai cette molécule-là. On a une isomérie Z2, ça veut dire qu'elle a une double liaison, déjà première chose à voir. Et donc dans cette double liaison, ce qu'il faut remarquer, c'est ce qui est à l'opposé, dans la façon de les écrire. Là, j'ai C2H5 et CH3 qui est à l'opposé quand je les dessine. Donc elle est E, N-Gegen, en allemand. D'accord? Donc configuration E. Deuxième molécule à droite, j'ai C2H5 et CH3 du même côté, avec cette fameuse double liaison. Là, effectivement, je suis bien Z. Zusammen, ça veut dire ensemble en allemand, je suis Z, d'accord? Donc là, pas de problème. Isomérie Z2 entre la molécule 1 et la molécule 2, facile, d'accord? Maintenant, on va aller un petit peu plus loin, on va aller sur cis et trans. Cis et trans, donc je vais changer de couleur, je vais prendre les trans, je vais les prendre en rouge. Donc là, concrètement, qu'est-ce que je regarde? Je vais regarder la chaîne de carbone. Donc je regarde, ici il y a 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Est-ce que finalement la chaîne de carbone, en termes de priorité, elle est vraiment comme ça, sous forme d'une chaise? Bah oui, si elle est sous forme d'une chaise, en gros, c'est trans. Prends le même exemple avec celui de droite. Bah du coup, là j'ai bien 1, 2 carbone, puis 3, puis 4, puis 5. Donc là j'ai une forme finalement de bateau inversé. Ok? Donc, concrètement, c'est 6, quand ce sera sous cette forme-là. Alors là, vous pouvez me dire, ouais, du coup, c'est la même chose. ZE et cis-trans, c'est exactement la même chose. Dans ce cas-là, oui, d'accord? Mais si je rajoute un autre groupement, par exemple le chlore qui est ici, et que je regarde sa configuration ZE, qui est prioritaire? C2H5, étant donné qu'il a 2 carbones, alors que lui, il en a qu'un, sera prioritaire sur CH3. Et donc le chlore est forcément prioritaire, donc en fait, finalement, je vais prendre les bonnes couleurs. Si je veux Z, du coup, je vais regarder comme ça. D'accord? Donc, étant donné que c'est ensemble, ce sera zusammen. Jusque-là, normalement, vous avez compris. Et si je regarde cette fois la chaîne carbonée, quelle est la chaîne carbonée la plus longue? Ça commence par rapport au CH3, puis ensuite le deuxième carbone, le troisième, le quatrième, puis le cinquième du CH2. La chaîne la plus longue, c'est donc celle-là. On a donc une forme de chaise là. Et donc, qui dit forme de chaise, dit trans. Et donc là, ça veut bien qu'on comprend bien finalement que trans n'est pas tout le temps E. Ça peut être trans et configuration Z. Est-ce que la molécule suivante présente une isomérie ZE? Quoi. Isomérie E. Et effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on a déjà une double liaison. D'accord? Vous pouvez imaginer des hydrogènes transparents, on va dire, fantômes, et du coup, regardez sa forme. Donc là, on a bien effectivement quelque chose qui est à l'opposé, et donc à l'opposé, c'est E. Alors pour le nommer, 1, 2, 3, 4, il y a 2 acides. D'accord? Donc déjà, c'est un acide. Ensuite, il est en position E par rapport à l'isomérie. D'accord? Ensuite, c'est un but. Il y a 4 carbones. 4 carbones. Donc ça fait 2, ce qui est en position 2, on prend le plus petit numéro. Ensuite, c'est N. D'accord? Et ensuite, on met les positions des acides. 1,4 et dioïque. Voilà. Donc ça fait un acide E, but de N, 1,4 dioïque. Et ça, c'est l'acide fumarique. Là, par exemple, je vous ai mis la même molécule, d'accord, mais sous sa forme Z. D'accord? Alors, c'est donc un acide Z, d'accord? C'est l'acide Z, but de N, 1,4 dioïque. Sauf que c'est pas l'acide fumarique, celui-là. C'est un autre acide qui s'appelle l'acide maléique, que vous devez apprendre
en première année, notamment dans le chapitre sur les lipides, que vous verrez en biochimie. CF, allez voir les cours à ce sujet, ok? Donc à chaque fois que vous avez une molécule, vérifiez bien si c'est pas une molécule que vous devez connaître. Voilà. On met tout dans ouais, ça sert à rien de connaître les molécules et tout. En réalité, vous les apprenez de façon inconsciente, d'accord? Et c'est plus intéressant de les reconnaître immédiatement, comme ça vous pouvez aller plus vite sur le reste. Hein. Par rapport à cet exemple-là, j'aimerais que vous puissiez me trouver le nombre de carbones asymétriques, le nombre de stéréoisomères, si éventuellement ils possèdent un plan de symétrie ou pas. On va regarder s'il y a des carbones asymétriques. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, ici, j'en vois un. Alors, faites bien gaffe, hein, quand vous avez un truc ici qui est représenté, c'est un CH3. Ok, c'est pas un H, sinon on ne le représente pas. Donc là, il y a un H caché. Donc, il y a un premier carbone asymétrique. Ensuite, on va regarder ici. Là, c'est pareil, il y a un CH3. Et là, on a un petit hydrogène caché. Donc là, on a également un carbone asymétrique. Ici, on a un hydrogène, ici on a un hydrogène, et ici on a plein d'hydrogènes. Donc du coup, ici on va avoir une isomérie ZE, ok? Et donc on a deux carbones asymétriques. Deux carbones asymétriques. 2 puissance 2, ça fait 4. 4 stéréoisomères. Est-ce que ça, c'est la bonne réponse selon vous? Alors concrètement, si vous me dites qu'il y a 4 stéréoisomères, vous avez faux. Pourquoi? Parce que ici, on voit qu'il y a une isomérie ZE. Alors pour être plus précis, étant donné que là, c'est dans le sens où ça va être ensemble, c'est un Z. Du coup, ici, on a un Z. Ici, je sais pas, j'ai pas regardé, mais on a soit R, soit S, hein, d'accord? Donc en gros, on a Z, R et S. Et quand on a une isomérie ZE, eh ben, ça double la quantité. Ouais, c'est trop stylé, hein? Donc là, en fait, au lieu d'en avoir finalement 4, je vais en avoir 2. Enfin 8 de plus. Donc j'en ai 8. J'ai 8 stéréoisomères. Alors, je vous donne la formule, elle est magique, c'est cadeau. C'est cadeau la formule. Alors concrètement, c'est très simple, c'est 2 puissance n plus m moins le nombre de plans de symétrie. N étant le nombre de carbone asymétriques, m étant le nombre de ZE que vous retrouvez dans la molécule, et moins le nombre de plans. Là, il n'y a pas de plan, par exemple. Et donc là, vous faites 2 puissance 2 plus 1, ce qui nous fait 2 puissance 3, donc 8. Bim! Voilà comment on trouve le nombre de stéréoisomères lorsque vous avez Z et E à présent dans la molécule. Petite précision, ce que je viens de faire n'est qu'une petite mini intro sur la stéréoisomérie, ok? Je vais faire d'autres cours magistraux à côté de ça, vous inquiétez pas, puisque là, concrètement, on a vu vraiment l'essentiel. Je vous ai donné un maximum de hacks possibles dans les QCM. Essayez de maîtriser ça, de vous entraîner avec ça. Pour moi, la chimie organique fait partie des matières où il faut vraiment se faire accompagner, parce que là, je vous ai montré un morceau, mais il y a plein de mini-exemples et de plein de formules cachées ou de secrets cachés dans les molécules. Je vous ai donné plein de choses aujourd'hui, mais il y en a encore plein. En fait, je dirais qu'il y en a à peu près sur la stéréoisomérie. Allez, il y a à peu près 50 hacks qu'il faut maîtriser. Et donc ça, tout seul, franchement, c'est impossible de les retrouver. Donc là, pour le coup, je vous dirais, si vous avez vraiment vous buguez sur cette matière-là, faites-vous accompagner. C'est pour ça que j'ai créé un cours complet qui s'appelle Tout savoir sur la chimie organique. Il comporte bien sûr énormément de modules de cours. Donc là, on a vu une petite partie, mais il y a énormément de choses à voir. On va retrouver notamment des QCM, des flashcards, des cartes mentales, des schémas, bref, des applications. C'est un parcours certifiant, donc l'idée c'est que tu puisses faire des défis avec moi pour t'améliorer. Derrière, bien entendu, c'est aussi de faire un examen pour que tu puisses avoir une attestation de formation, un certificat de réussite. Bref, en parallèle de ta passage, puisque si jamais tu échoues ta passage, ça peut être toujours utile pour toi d'avoir ça dans ton CV, ou même pour un dossier de passerelle, ça peut être utile. Voilà, donc je te laisse toutes les informations en description de cette vidéo. N'hésite pas à me contacter, il y a contact@tonprofnt.com si jamais tu as des questions à ce sujet-là. Voilà, et moi je te retrouve très vite pour les autres cours magistraux et puis sur la chaîne YouTube, suis l'affaire. Abonne-toi, like et boost, ça m'aide énormément pour le référencement. À très vite, ciao 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 ciao.